Amis téléspectateurs, bonsoir. Nous avons comme invité aujourd'hui, comme d'habitude, un brillant orateur et aussi spécialiste de l'Afrique centrale, Monsieur Anissé Mobé. Bien, aujourd'hui nous allons parler de la RDC. La RDC, vous savez, vu une période assez difficile, une époque difficile. Alors, nous avons voté une loi, si on veut, pas une loi, au niveau de la constitution de la Troisième République en 2006. Alors, dans cette constitution, nous avons évoqué, bien sûr, la décentralisation. La décentralisation, d'une part au gouvernement central et d'autre part, bien sûr, aux collectivités et également aux régions. Alors, de la Première République jusqu'à la Troisième République, qu'est-ce que vous avez remarqué comme avancée au niveau de la décentralisation? Bien, comme vous l'avez annoncé, la décentralisation a été prévue par la Constitution, adoptée par référendum en 2005 et promulguée depuis 2006. Et effectivement, cette Constitution prévoit une décentralisation dans la gestion du pays, à la fois sur le plan administratif et même aussi sur le plan économique. C'est comme ça qu'il a été prévu une répartition de recettes et des allocations financières. Mais nous remarquons tous que ces processus de décentralisation se trouvent aujourd'hui freinés. En tout cas, il ne va pas aussi vite qu'on aurait pu les souhaiter, puisque jusqu'ici, le nombre de provinces qui a été fixé à 26 n'a pas encore été atteint. Mais aujourd'hui, évidemment, ces projets font l'objet aussi d'une série de publications au musée royal de l'Afrique centrale, de Tervuren, en 2 volets. Premier volet, c'est toute une série de monographies, dont certaines ont déjà été présentées ici à TV Afrique Rédaction. Ça, c'est le volume 3 sur... que les amis téléspectateurs devaient découvrir. Oui, et comme les 2 premiers, le 3e volume est une mine d'informations sur le plan historique, sur le plan administratif, sur le plan des ressources économiques. Donc c'est vraiment un outil de travail pour les autorités provinciales afin de pouvoir assurer le développement de leur province. Le 2e volet a été inauguré en séjour par cet ouvrage, la décentralisation, ce que vous avez évoqué dès le début de notre entretien. Cet ouvrage est l'œuvre de Madame Paul Bouvier, que beaucoup de Congolais qui ont étudié en Belgique connaissent, puisque Madame Paul Bouvier était responsable à l'Université libre de Bruxelles du département Afrique, principalement du Congo. Elle est l'auteur d'un ouvrage classique, l'accession du Congo à l'indépendance. Elle a été condisciple notamment de Justin-Marie Bomboko. Donc la plupart des travaux des étudiants congolais à l'ULB en sciences politiques concernant le Congo, c'est elle qui a soit dirigé leurs travaux de mémoire, soit en tout cas fait membre du jury. Alors ici, elle dresse un peu la genèse et l'état des lieux de la décentralisation. Force est de constater qu'effectivement, c'est très lent, et il y a même parfois des frictions entre le pouvoir central et le pouvoir certaines autorités provinciales, parce que effectivement, je crois qu'au niveau de Kinshasa, on craint que les régions puissent prendre en main leur destin. Pourquoi? Parce qu'il pourrait favoriser l'émergence de fausses personnalités dans les provinces, donc ça peut faire contre-pouvoir par rapport à Kinshasa. C'est fort dommage parce qu'il faut orienter la décentralisation dans le sens que les populations puissent se prendre vraiment en charge, ce qui est d'ailleurs déjà le cas avec ce que nous appelons l'économie informelle, c'est-à-dire la production des biens et services par la société civile. Alors, quand on regarde l'ouvrage qui a été écrit par Paul Bouvier, alors on voit le titre est assez austère. Pouvez-vous nous éclairer un tout petit peu à travers ce que vous avez écrit comme connaissance? Oui, le titre paraît austère, mais derrière le titre, il y a évidemment les grands projets. C'est-à-dire, c'est quoi ces grands projets? C'est-à-dire qu'au niveau de la base, les citoyens puissent exercer le pouvoir pour pouvoir être en mesure de prendre en charge, de prendre en main leur destin. Et ce n'est pas un problème simple, c'est un problème assez complexe, c'est un problème qui date depuis longtemps, puisque Madame Bouvier fait
la topographie, fait un peu le point depuis la première République, depuis 1960. Mais déjà à l'époque coloniale, le Congo, même les autorités coloniales ont eu du mal à pouvoir gérer cet espace gigantesque qu'est le Congo. Rappelons-nous, au départ, c'était les districts. La subdivision administrative, c'était d'abord les districts, et puis après les districts, c'était les territoires. Et puis, au moment de l'indépendance, on a gardé les districts, et puis on est revenu au niveau des provinces, division provinciale, ce qui a déjà été le cas au niveau de l'époque coloniale. Pour ne donner qu'un exemple, afin de souligner la difficulté d'une décentralisation. Vous savez que pendant tout un temps, la province du Katanga, par exemple, a été érigée en vice-gouvernorat. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un gouverneur de province pour le Katanga, on avait un vice-gouverneur, qui d'ailleurs pendant très longtemps ne dépendait pas du gouverneur général qui était à Boma. Donc voilà, oui, le titre est assez austère, mais il y a des enjeux considérables, non seulement sur le plan politique et administratif, mais aussi et surtout sur le plan économique et financier, quand on voit la ruée de grandes compagnies minières au Congo. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure les 26 provinces où nous ne sommes pas encore arrivés. Qui sont prévues. Voilà, prévues. Ne pensez-vous pas par rapport à tout ce qui se passe en RDC avec les crises intestines, avec les rébellions, on ne partirait pas vers une fraction, une partage de la RDC si on veut, la partition de la RDC par rapport à cette forme de décentralisation? Non. En tout cas pas dans l'esprit des Congolais, des citoyens congolais, qu'il s'agisse de même la classe politique, bien qu'étant une classe politique corrompue, et ça, la classe politique congolaise sait qu'aujourd'hui, il est impensable de proclamer la sécession d'une de nos provinces, même le plus petit territoire. Les Congolais ne l'accepteront pas. Il y a eu une seule sécession, enfin deux. Non, il y a eu la sécession du Katanga. Et puis la sécession, j'allais dire, folklorique du Kasaï avec Moulopoué. Mais la sécession du Katanga, on pourrait y revenir quand nous allons évoquer la question de paternalisme industriel avec l'union minière du Haut-Katanga. Mais la sécession du Katanga n'a été possible que parce que justement les grandes compagnies minières belges et internationales, des gros intérêts économiques, voulaient contrebalancer le gouvernement légal et légitime de Patrice Lumumba. Ils ont utilisé le Katanga en faisant cette sécession parce que c'était le poumon économique du Congo. Mais c'est du Kasaï, ça n'a pas fait long feu. Et puis les autres, la province orientale, la rébellion, ou même la rébellion de Moulélé, c'était des projets ou des démarches politiques d'une autre nature. C'était pas faire sécession par rapport au gouvernement central, mais c'était forcer le gouvernement central à négocier avec ces mouvements rebelles, parce que ces rébellions considéraient que le gouvernement de Cyril Hanouna n'était pas légitime dans la mesure où n'a jamais été clarifié, n'a jamais été résolu de la crise née de l'assassinat du Premier ministre Lumumba. Donc je pense qu'aujourd'hui, au contraire, une décentralisation intelligente menée à bon escient pourrait même être une arme décisive pour éviter les sécessions, parce qu'au moins les Congolais prendraient en charge leur destin et donc pourraient s'opposer, alors d'une manière intelligente et farouche, contre les velléités de sécession mises en œuvre depuis l'extérieur. Alors, eu égard de ce qui se passe, ces projets de décentralisation arriveront-ils, bien entendu, à sa réalisation? C'est difficile de dire oui ou non, parce qu'effectivement, c'est le gouvernement central qui détient le cordon de la bourse. Ça, c'est un. Et puis, deuxièmement, qu'il y a encore beaucoup de leviers du pouvoir. Donc le gouvernement central peut toujours freiner la marche, le processus de décentralisation. En revanche, si au niveau provincial, dans chacune de nos provinces, les Congolais peuvent s'organiser d'une manière très intelligente afin de pouvoir peser sur le plan politique pour amener le gouvernement à réaliser le projet de décentralisation, je pense que les choses pourraient s'accélérer et aller jusqu'à leur terme. Alors, quel est le conseil en tant que spécialiste, que vous donnez, bien entendu, au gouvernement central par rapport à la décentralisation? C'est-à-dire que moi, je n'ai pas donné de conseils au gouvernement central. Vous êtes expert, donc projetez en fait votre vision. Oui, l'avis de l'expert n'a des valeurs que si, politiquement parlant,
ceux à qui l'expert s'adresse peuvent faire preuve de conscience politique pour écouter l'expert, mais si le pouvoir politique reste fermé, allergique à l'intelligence critique de l'expert, évidemment rien ne se fera. Donc il s'agit d'un problème décentralisé ou ne pas décentralisé. Vous avez mis l'accent là-dessus, et c'est important de mettre l'accent là-dessus. Mais l'essentiel réside dans la capacité des citoyens congolais à pouvoir sécréter une intelligence critique du politique et une intelligence politique collective, de telle sorte que les citoyens congolais soient toujours en mesure de pouvoir élire des mandataires politiques conscients de l'intérêt général et non pas se laisser déposséder de leur choix électoral. Alors, amis téléspectateurs, vous venez de suivre l'intervention éloquente de M. Anis Mobé concernant l'ouvrage de Mme Paul Dauvier, La République démocratique du Congo, la décentralisation. Et là, nous sommes appelés dedans parce qu'aujourd'hui, on est en train de voir comment cette décentralisation fonctionne certaines provinces sont bien nanties et d'autres moins nanties. Comment faire de la sorte que tout le monde se retrouve dans cette forme de décentralisation, parce que le Katanga peut développer son unité seul avec la richesse que la ville qu'elle détient, et les autres de petites provinces, comment peut-on faire avec la décentralisation? Mais l'expérience de 1960, juste 60 ans, la session katangaise a démontré qu'il était impossible au Katanga de pouvoir se séparer du Congo. Ils avaient beaucoup d'argent, mais qu'est-ce qu'ils en ont fait? Dès que la Belgique, surtout les États-Unis, se sont dressés pour qu'on puisse mettre fin à la sécession, il n'y a pas eu du côté du Katanga de personnalités politiques suffisamment solides, articulées pour continuer l'aventure. L'aventure ne dépendait que du bon vouloir de la Belgique, c'est-à-dire des intérêts économiques belges. Dès que la Belgique a mis les hauts là, c'est fini. Il n'y a pas, l'aventure a tourné court. Alors, nous terminerons avec, bien entendu, ces livres, le paternalisme en question. Alors, pouvez-vous me toucher un mot par rapport à ces livres qui viennent d'être édités chez l'Harmattan, qui nous parlent toujours dans le même cadre? Les ouvriers de Gégamine ont fait face, bien entendu, à la libéralisation, tout ce, etc. Comment voyez-vous l'avenir de Gégamine avec cet ouvrage? Bon, d'abord, le paternalisme en question, vous savez que le colonialisme belge a été qualifié de paternaliste, c'est-à-dire considérer les Congolais comme des grands enfants dont il fallait s'occuper, et que la mère patrie, c'était les grands tuteurs. Le paternalisme industriel dont il est question ici, c'est quoi? Les retours, enfin ce paternalisme belge et des retours dans les Katanga, on les voit. C'est-à-dire que... Avec la même mise sur la société Gégamine. Oui, bien sûr, mais les choses ont changé. Et c'est ça un des enjeux de l'ouvrage. L'auteur s'interroge, qu'en reste-t-il de ce paternalisme industriel? C'était quoi d'abord le paternalisme industriel? C'est-à-dire pour l'Union minière du Haut-Katanga, qui était le fleuron, considéré comme le fleuron de la Société Générale. L'Union minière est née d'un contrat entre le CESCA, le comité spécial du Katanga, et le Tanganyika Company. C'est comme ça qu'est née l'Union minière. Le CESCA est né lui-même d'un contrat entre la compagnie du Katanga et l'État indépendant du Congo. L'État indépendant du Congo a même confié à la compagnie, au CESCA, les soins d'administrer le Katanga pendant 99 ans. L'État indépendant du Congo est devenu Congo belge en 1908, mais ce n'est qu'en 1910 que le Katanga a intégré les gironds administratifs du Congo belge. Donc pendant 2 ans, le Katanga ne faisait pas partie du Congo belge. On peut d'ailleurs s'interroger. Pourquoi? Le Katanga intègre le Congo belge en 1910. 50 ans après nous devenons indépendants, le Katanga fait sécession. Donc, c'est passé historique, non seulement politique, mais ici, économique et même financier. C'est en 1926 qu'est mis en place cette politique de paternalisme industriel. L'Union minière a beaucoup de difficultés pour se développer. D'abord, il y a une instabilité sur le plan du monde ouvrier. Deuxièmement, insuffisance de capitaux. En 1926 est mis en place ce qu'on appelle ici paternalisme industriel, c'est-à-dire stabiliser, entre autres, stabiliser les ouvriers. Ce qui veut dire quoi? Avoir
des modes de recrutement tout à fait particuliers. Les gérer sur place, c'est-à-dire que l'Union minière a développé toute une série d'œuvres sociales considérables, hein, très considérables, plus que même l'État, qui faisait que quand on entrait dans l'Union minière, c'était pour toute la vie. L'Union minière prenait en charge votre vie professionnelle, l'avancement, votre mariage, votre carrière derrière la société. Et puis surtout, c'était aussi pour une reproduction fidèle de cette classe ouvrière, dans la mentalité, dans la logique de l'Union minière. C'est-à-dire, et puis c'était surtout, ça se faisait en étroit partenariat. Formaté, bien entendu. Exactement, aujourd'hui nous dirions formaté, c'est-à-dire des gens acquis dans l'idéologie coloniale. Respecter les grands chefs, c'est qui les grands chefs? D'abord le contremaître, qui au-dessus, il y a l'ingénieur et puis les grands patrons. Deuxièmement, les œuvres sociales prenaient en charge même aussi bien l'espace dans les camps des travailleurs, dont l'espace dans lequel vous vivez est géré par la compagnie, votre temps, et aussi bien les jours ouvrables que les dimanches, les jours fériés. Donc, bref, les camps des travailleurs de l'Union minière vivaient presque en autarcie. Tout était pris en charge, donc ils n'avaient pas à se plaindre. C'était aussi pour montrer une face agréable de la colonisation. Au fond, pour eux, la colonisation n'était pas de l'oppression. C'est ainsi que, quand vous dites formaté, effectivement, on a développé toute une culture totalitaire. Ce paternalisme a été remis en question dès l'instant où la Banque mondiale et des compagnies minières sont ruées sur l'Union minière, d'abord pour privatiser, ça c'est la Banque mondiale, et ensuite, avec les compagnies minières, elles ne connaissent pas cette politique de paternalisme. D'accord, ils peuvent rémunérer correctement les ouvriers, mais ceux-ci ne sont plus en charge socialement comme le faisait l'Union minière. Et d'autre part, et c'est le dernier élément dans ce paternalisme, l'auteur parle d'une technologie politique de décharge. C'est-à-dire que l'Union minière a énormément, l'État, l'administration depuis l'État indépendant du Congo, s'est appuyé sur l'Union minière en lui concédant pas mal d'avantages, même de responsabilités. Par exemple, j'ai évoqué la gestion administrative de la province. Deuxièmement, construire des œuvres sociales, non seulement pour les ouvriers de l'Union minière, mais aussi pour toute la province. Et ce qui en contrepartie, l'Union minière et puis les CESCA, les comités spéciaux du Katanga, versaient des dividendes à l'État indépendant du Congo, et plus tard au Congo belge. Et sous le régime Mobutu, l'Union minière est devenue un peu la vache à lait du régime pour renforcer les pouvoirs des princes. Et le pouvoir de Kabila, depuis les changements politiques survenus en 1997, a repris à son compte cette politique. Alors, qu'en est-il aujourd'hui de ces paternalismes bien entendu industriels de l'Union minière et de la GECAMINE? Qu'est-ce qui reste? Oui. Il reste que l'Union minière, qui a été, il faut le répéter, un des fleurons de l'industrie minière, même de grandes compagnies au Congo, même en Afrique, hélas, ce sont des vestiges aujourd'hui. Donc on n'a même pas su entretenir l'outil de production. Ça c'est un. Deuxièmement, sur le plan économique et surtout sur le plan social, force est de constater que toute cette manne financière générée par la gestion de ressources minières n'a pas été un facteur de développement économique. Bien sûr, les Congolais vivent dans un état de paupérisation de plus en plus accru. Voilà ce qui reste de ce paternalisme, mais il faudra peut-être justement là réinventer autre chose, des alternatives dans notre vision d'organiser l'économie, de gérer nos ressources économiques pour le plus grand intérêt de population congolaise. Pour terminer, lors de l'indépendance de la RDC, en 1960, les Belges ont pillé le compte de la GECAMINE et des sociétés minières. Et comment fait-on pour récupérer cette manne partie en Belgique? Pour terminer. Oui, récupérer la manne partie en Belgique, et les Belges vous diront toujours d'abord qu'ils n'ont pas pillé seuls. Ils ont pillé avec la complicité aussi des Congolais. Par exemple, ceux qui ont proclamé la sécession katangaise, ou ceux qui ont accepté de d'engager le Congo dans l'aventure sécessionniste. Et après,
tous ceux qui sont venus ici après, un des rares gouvernements congolais qui a eu à respecter le bien commun, c'est le gouvernement de M. Cyril Hanouna. Puisque, après la sécession katangaise en janvier 1963, le gouvernement de Cyril Hanouna nomme par décret, discuté en Conseil des ministres, et signé par le chef de l'État, M. Kassafougou, le gouvernement Hanouna nomme M. Joseph Iléo, ancien président du Sénat, comme ministre d'État résident au Katanga pour assurer la réintégration du Katanga dans les girons de la République. Alors il y a une anecdote, c'est que les évaluations faites par le gouvernement sur le bien notamment des lignes minières, en tout cas d'autres compagnies qui étaient au Katanga, lorsque M. Iléo arrive là-bas, il se rend compte que les évaluations du gouvernement étaient en deçà de la réalité. M. Iléo et ses collaborateurs auraient pu empocher les surplus, non? Ils ont tout reversé au trésor public. Voilà. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut citer de tels exemples pour que les jeunes générations de Congolais qui veulent s'engager en politique sachent que ces pays-là n'est pas que le pays des pilleurs, n'est pas que le pays de gens malhonnêtes, n'est pas que le pays de brigands, mais que c'est aussi le pays de personnalités honnêtes, courageuses, qui ont le sens du bien commun et qui par le passé ont démontré qu'on pouvait leur faire confiance pour gérer la République. Pour gérer la République, effectivement, aujourd'hui, la RDC a été indexée par rapport à l'ONG qui s'occupe de sociétés minières extractives, par rapport à sa gestion de minières. Voilà. Donc, nous allons passer à ce dernier ouvrage publié chez l'Harmattan, qui parle de la conjoncture, les conjonctures congolaises 2012. Alors, quand on parle de conjoncture congolaise, bien sûr, on sait depuis les élections en 2011, il y a un souci réel au niveau de la sécurité. Les choses se passent d'une manière assez calamiteuse. Comment voyez-vous, en fait, cette conjoncture congolaise, l'avenir, l'avènement d'une paix durable dans ces pays? Oui, les ouvrages, vous avez dit, c'est effectivement ici à Paris, c'est diffusé par l'Harmattan, mais en fait, ces ouvrages font partie de la série de publications de la musée, notamment dans la série Cahiers africains, et cet ouvrage, ce sont toujours dans l'esprit de CRISP, c'est-à-dire le Centre de recherche et d'information sociopolitique belge qui avait créé en son sein le CEDAF. Bon, dans cet esprit, ce sont souvent des ouvrages collectifs. Par exemple, des ouvrages collectifs. Ici, c'est sous la direction de Madame Stéphane et Jean Omasombo, lequel Jean Omasombo dirige aussi les publications sur les différents volumes consacrés à nos provinces. Mais là, il associe toujours, et c'est un esprit qu'il faut, une démarche qu'il faut souligner et même saluer, il associe toujours des chercheurs, des professeurs de chacune des provinces auxquelles est consacrée une monographie bien précise. Donc ici, ils ont dirigé, ça c'est le conjoncture, ça c'est le deuxième volume, ils ont déjà publié un autre volume en 2011. Et vous faites bien de mettre l'accent sur la sécurité, puisqu'au même moment, il y a un Congolais, fils d'un ancien officier de l'armée. Voilà, les armées au Congo qui fait ça, parce que c'est une radioscopie sur l'armée nationale congolaise, force publique. Il dresse vraiment un panorama assez large. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est fils d'officier. Donc, il est grand temps, là aussi, de plus en plus que cette culture de mémoire, d'écriture, de ce qui s'est passé chez nous, de ce que nous vivons, soit de plus en plus maîtrisé par les Congolais eux-mêmes. Et ici, c'est intéressant parce qu'il est fils d'officier. Que pensent nos militaires de cette situation extrêmement incompréhensible qui fait que plus de 50 ans après l'indépendance, le Congo peine à avoir une armée qui soit une armée nationale, corps de défense, instrument pour défendre l'intégrité territoriale et faire respecter la souveraineté de l'État, quand on sait que les Congolais ont fait preuve de beaucoup de vaillance pendant les 2 guerres mondiales. Donc, problème de sécurité, vous l'avez souligné, et donc carence dans la volonté politique de pouvoir disposer d'une armée qui soit une armée nationale.
Et en même temps aussi, conjoncture parle de problèmes que nous avons évoqués en parlant de paternalisme industriel, c'est-à-dire la gestion des ressources économiques. Oui, par exemple, nous avons de revenus pétroliers, mais nous n'arrivons pas à faire de ces revenus pétroliers de véritables pactoles. Oui. Nous avons des grandes ressources un levier qui va permettre, bien entendu, à une société de se développer, par exemple. Exactement. Nous avons des ressources minières qui rapportent beaucoup d'argent, non seulement aux compagnies multinationales étrangères, mais aussi à certains États voisins du Congo qui ne produisent pas, qui n'ont pas de richesses minières, mais qui sont devenus des grands exportateurs de richesses, des ressources minières. Donc, nous n'arrivons pas à faire du Congo un potentiel minier. Nous avons une des plus grandes réserves forestières au monde. Mais qu'en faisons-nous? Bref, donc, conjoncture justement s'épanche là-dessus. Et puis, si vous avez fait allusion aux élections, l'après-élection de 2011 a mis en évidence une fracture entre, d'une part, une classe politique qui participe à la prédation des ressources économiques, une classe politique cherchant et surtout trouvant sa légitimité des appuis extérieurs, d'une part, et d'autre part, une société civile qui fait preuve de beaucoup de dynamisme, de beaucoup d'ingéniosité et de beaucoup de créativité sociale. Évidemment, il reste maintenant à cette société civile de s'organiser de telle sorte qu'elle soit capable elle-même de modeler l'échiquier politique, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui puisque le scrutin électoral de 2011 a été confisqué. Alors, on regarde cette fragilité, cette situation en politique qui est assez fragile, sécuritaire également. Comment voyez-vous l'avenir, l'horizon en fait de ces pays-là qui va vers en fait que le président va terminer son mandat en 2016 et on ne sait pas si il va modifier la Constitution ou pas. Enfin, je déborde un tout petit peu. Comment voyez-vous en fait l'avenir de ces pays? Bon, il faudra y réfléchir, il faudra débattre, il faudra s'organiser. Parce que l'année prochaine, 2014, il y aura 54 ans que nous sommes indépendants. Le Congo belge a duré 52 ans. Donc vous voyez que l'existence du Congo, 54 ans d'indépendance, c'est beaucoup plus que les 52 ans du régime colonial belge. Je n'inclus pas les 19 années de l'État indépendant du Congo. Je parle du Congo belge. Vous voyez, le temps passe vite. Nous risquons d'arriver jusqu'à 80 ans, donc vraiment toute la durée de l'État indépendant du Congo et Congo belge, sans que rien ne s'efface dans le sens d'amélioration, d'avancée significative dans la situation du Congo et des Congolais. Bien au contraire, nous risquons il est temps de se dégager de cette pente dangereuse de régression, de ces cercles vicieux. Il faut maintenant rebondir, s'organiser pour rebondir, afin de pouvoir s'engager sur une voie vertueuse. Je pense que c'est possible, parce que le Congo n'a pas vocation à être dirigé par des analphabètes politiques. Non, parce que nous sommes un gisement, non seulement des ressources économiques, des ressources naturelles, mais nous sommes aussi une puissance culturelle. On l'a démontré depuis très longtemps. Alors justement, il est grand temps maintenant que ces ressources, d'abord, nous avons une démographie croissante. Il est grand temps maintenant de démontrer que ces potentiels humains, ces potentiels culturels peut aussi s'avérer, peut aussi se transformer en un potentiel intellectuel, en un potentiel d'intelligence politique capable de prendre en main les destinées du Congo. Mais là, évidemment, quand je dis qu'il faut s'organiser, c'est-à-dire que c'est des discours alors Ce ne sont pas des discours, parce que l'émancipation politique du Congo ayant conduit à l'indépendance procède de mouvements divers, complexes, notamment une démarche intellectuelle. Il faut tout de même rappeler que déjà dans les années 20, en Belgique vivait un Congolais comme vous et moi, M. Paul Pandafarnana, qui a étudié en Belgique, qui a fait des études supérieures, qui était très actif dans le mouvement panafricaniste, qui déjà, dans les années 20, commençait à 20-30 à réclamer, un conseil général des Congolais pour il exige la formation des médecins, des enseignants, la généralisation de l'enseignement. C'est en 1930. Et enfin, à partir de 1955-56, il y a tout le mouvement des intellectuels du groupe de conscience africaine et de la RACO
ce qui va accélérer le cours de l'histoire, parce que les Belges étaient opposés à toute forme d'indépendance du Congo. Donc ce ne sont pas des discours, c'est un travail intellectuel qui souvent est souterrain, qui parfois a des résultats inattendus, qu'on obtient beaucoup plus vite qu'on le croit. Non, l'intelligence politique a toujours été une arme redoutable quand il s'agit de faire du bien. Et donc, de ce point de vue, les médias, donc Africa TV Rédaction, les médias sont appelés à pouvoir aussi prendre leur part de responsabilité. Il ne faut pas raconter n'importe quoi. Il faut produire des émissions qui éveillent et qui aiguisent la conscience civique des citoyens congolais. Il faut produire des émissions qui permettent aux Congolais de ne pas sombrer dans la désespérance. Puisque là, nous sommes dans le désespoir. Il ne faut pas que ça devienne une désespérance. Il faut au contraire leur donner, d'abord mettre en valeur tout ce que font les Congolais de bien, parce qu'il y a des Congolais qui font un travail remarquable, il y a des Congolais qui restent lucides et honnêtes au milieu de la tempête. Il faut les mettre en valeur de telle sorte que leur travail, leur exemple puisse être contagieux afin de pouvoir casser cet engrenage de malhonnêteté, cet engrenage d'échec, cet engrenage d'incurie qu'on essaie de nous imposer comme si c'était la norme, alors que ce n'est pas la norme. En désespoir de cause, je prends un tout petit peu votre terme, je dirais ici, le Front monétaire international est parti de plusieurs fois de la RDC tout en disant que une très mauvaise gouvernance, la Banque mondiale également, les Chinois, la banque chinoise. Il vient d'essayer de désengager au Congo. Alors, que pensez-vous de tout cela quand vous parlez d'avoir un peu d'espoir par rapport à la RDC? Mais oui, mais par exemple, maintenant, quand la banque chinoise se désengage, il ne faut pas pleurer. Au contraire, je dirais même qu'il faut se réjouir. Parce que c'est peut-être... On commence alors il faut saisir cette occasion pour desserrer l'étau des intérêts étrangers sur l'économie congolaise. Ce qui veut dire concrètement quoi? Mais s'organiser dans des petites PME, faire des levées de fonds et pouvoir nous-mêmes aussi nous engager dans ces secteurs économiques, notamment miniers, qui sont des secteurs stratégiques. Non, je dirais, c'est une bonne nouvelle que la banque chinoise se désengage du Congo. C'est une bonne nouvelle pour les citoyens congolais. Parce que les citoyens congolais les demandent qu'à travailler. Nous avons sur ce plan une longue expérience d'ingéniosité. Vous avez l'expérience vous-même de votre maman ou de votre tante ou de votre grand-mère qui pendant 30, 40, 50 ans de sa vie faisait un petit commerce d'arachide, de bananes, du sucre, du charbon, du bois, du chipon, de feuilles de manioc. Et ces mamans n'ont jamais fait faillite, alors qu'ils n'avaient pas de garantie bancaire, ils n'avaient même pas d'assurance. Comment ils ont fait pour ne pas tomber en faillite? Comment se sont-elles organisées pour que ce petit commerce puisse faire vivre toute une famille et vous permettre de faire des études jusqu'au niveau de l'université? En revanche, dès qu'on confie une petite responsabilité de gérer ou politiquement, ou administrativement, ou économiquement quelque chose au Congo, les mondes universitaires échouent. Mais malgré cet échec, on les voit parader à la Banque mondiale, au FMI. Non, nos mamans n'ont pas eu besoin de recettes du FMI et de la Banque mondiale pour assumer des responsabilités sociales, notamment en organisant des petits commerces. Et donc, je dirais, profitons, mettons en valeur, fructifions l'ingéniosité de la société civile congolaise, cette expérience de nos mamans, pour que nous puissions créer des alternatives qui nous permettent de prendre la relève quand la banque de Chine se désengage. La prochaine étape, il faut œuvrer pour que ce soit la Banque mondiale et les FMI qui se désengagent du Congo. Alors, je terminerai avec un élément essentiel. Vous avez évoqué lors de votre intervention concernant les conjonctures congolaises, donc du pillage de la richesse de la RDC, les minerais de la RDC. Aujourd'hui, nos voisins, en citant le Rwanda, avec son président Paul Kagame, va recevoir un prix la semaine prochaine, donc le 18, au School d'Oxford, dans l'université d'Oxford, de meilleurs gestionnaires, de meilleure économie de l'Afrique. Que pensez-vous de ces prix que Paul Kagame va pouvoir recevoir? C'est de se moquer de la RDC.
Mais je n'ai pas en charge le problème du Rwanda. Je n'ai pas en charge le problème de cette université prestigieuse britannique qui va lui remettre ce prix. L'intellectuel que je suis, j'ai plutôt en charge les problèmes du Congo. Et donc, quand je dis problème, c'est-à-dire trouver des solutions aux écueils que rencontrent le Congo et les Congolais pour pouvoir se construire un présent et un avenir qui soit autre chose que les malheurs que l'on nous impose aujourd'hui. Et donc, je dirais, c'est aux Congolais de s'organiser pour que nous puissions avoir chez nous l'occasion, nous, peuple congolais, de décerner des prix d'excellence à ceux qui nous dirigent, parce qu'ils dirigent très bien. Et d'autre part, le président du Rwanda, quand il est né, beaucoup de Congolais qui ont eu à assumer des responsabilités étaient déjà dans des postes de responsabilité. C'est à eux qu'il faut poser la question, notamment mon universitaire. Universitaire congolais, qu'avons-nous fait du Congo? Pour que des gens qui sont nés, souvent dans des conditions difficiles, parce qu'il est né loin de son pays, puissent en arriver au niveau où ils sont adulés sur la scène internationale et où tout le monde sait que la prédation, les pillages des richesses du Congo contribuent au développement, ou plutôt à la croissance économique de ce pays. Merci infiniment d'avoir eu cette opportunité avec Afrique des Nations d'intervenir au niveau de ces manuels, le livre qui vient de paraître, Les conjonctures congolaises 2012. Vous avez le premier livre chez l'Harmattan, en association avec le musée de Tervuren. Vous avez également le paternalisme en question, chez l'Harmattan encore, toujours avec le concours du musée de Tervuren. Le livre de Paul Bouvier, La décentralisation, que notre ami Anissé Maubé vient de nous faire une démonstration sur la décentralisation en RDC, le bien fondé de cette décentralisation. Alors, il a brièvement évoqué ces livres que vous avez ici de Jean-Jacques Rondo, qui parle de les armées au Congo-Kinshasa. Voilà, c'est une radioscopie sur la RDC. Pour avoir un pays fort, il faut avoir une armée forte. Voilà, nous arrivons au terme de notre mission et nous vous souhaitons une très très bonne soirée. À très bientôt avec notre ami. Vous avez un mot à dire pour terminer? C'est-à-dire, les derniers mots, ce sont les encouragements à l'Afrique TV Rédaction de poursuivre la tâche qu'il s'est donné, de pouvoir toujours clarifier, apporter aux téléspectateurs des éléments de clarification, de prise de conscience du problème du Congo. Merci à vous et bonne soirée. Acheter des armes, ils s'approprient les matières premières, comme l'or et d'autres minerais, dont le sous-sol de la province regorge.